Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Ce quart d'heure est consacré ce soir aux annonces tarifaires de Donald Trump. Hier soir, on est le jour d'après Liberation Day. Et c'est Jean-Jacques Ohana qui est à mes côtés en plateau pour évoquer ce sujet avec l'aide et les outils d'intelligence artificielle pour décrypter les mouvements de marché. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Vous êtes consultant indépendant, membre du board de la FinTech AI for Alpha, avec effectivement des modèles d'IA qui permettent d'identifier des signaux de marché et qui nous aideront peut-être à y voir un peu plus clair dans cette journée un peu compliquée. Trump sacrifie les marchés pour sauver la manufacture américaine. C'est ça votre point, Jean-Jacques, là. Oui, alors je me suis aidé aussi du Generative AI pour essayer de comprendre en fait les narratifs et de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Parce que finalement, au-delà des marchés, des tendances de marché qu'on étudiera tout à l'heure, en fait, il faut bien comprendre quel est finalement le narratif de ceux qui mettent en place cette politique et quelle est la compréhension des investisseurs par rapport à cette politique pour bien comprendre, pour bien décrypter la situation. Et en effet, finalement, quand on analyse premièrement ce que dit Trump, là d'où vient J.D. Vance, qui est le vice-président, ce que dit Scott Bessent, qui est le secrétaire d'État au Trésor. En fait, d'abord, Trump le dit finalement depuis plus d'un mois, ils sont prêts à sacrifier la bourse. Parce qu'en fait, à un moment, Trump avait répondu à une émission, ne regardez pas à court terme. La Chine a un horizon de temps de 50 ans. Sous-entendu, moi, je m'en fiche s'il y a une correction de 10-20%. Ça veut dire que dans ce Trump 2, il a changé radicalement dans sa relation au marché. Parce que le Trump 1 était obsessionnel des marchés. Il regardait au jour le jour les marchés, il faisait des commentaires et il ajustait sa politique en fonction des marchés. Désormais, le pouls de Trump a disparu. Et il est loin. Il est plus loin. Il est en dehors de la monnaie. Ah ouais. Donc aujourd'hui, ça c'est une première composante. Scott Bessent a dit la correction des bourses est due à un problème des 7 magnifiques et non à une erreur de politique de la part de l'administration Trump. Ouais. C'est une bulle de valorisation qui se dégonfle, quoi. Voilà, et aussi, sous-entendu, c'est dû à leurs pratiques. Ouais. Voilà, notamment peut-être Apple et d'autres. Donc ça, c'est un premier point qui est essentiel. C'est qu'en fait, cette administration, en tout cas dans son début de mandat, a peut-être des intentions plus long terme, mais ils sont prêts à avoir une correction boursière et peut-être même qu'ils sont prêts à une récession. Parce qu'en fait, ils veulent baisser les taux, ils veulent que les taux baissent. C'est pas si facile que ça de forcer la main de la Fed. Ils veulent peut-être faire baisser le dollar aussi. Ouais. Et peut-être qu'après, ils veulent utiliser finalement ces atouts dans la suite de leur mandat. Donc déjà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, et ça c'est vraiment très important, c'est-à-dire qu'en analysant ce que disent le bruit du web, c'est que ces tarifs n'ont rien de permanent. C'est un levier. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme une partie de poker, en fait. Finalement, il abat ses cartes et il dit, voilà, c'est des tarifs réciproques. Bon, après, on pourra toujours contester les chiffres, etc. Mais il y a une notion de réciprocité. Vous mettez des tarifs, moi je mets la moitié. Vous baissez les tarifs, je baisse aussi, potentiellement. Et on voit qu'il y a plusieurs pays asiatiques, notamment, on voit peut-être la Thaïlande, la Corée du Sud, et probablement d'autres qui vont arriver, qui vont beaucoup négocier, en réalité. Et donc, il n'est pas du tout impossible qu'une grande partie de ces tarifs soient complètement différents d'ici un mois. L'Asie et les émergents sont les pays qui sont les plus durement frappés par les annonces de Trump hier soir. Oui, alors Vietnam, des pays très clés comme ça, effectivement. Évidemment, la Chine. Bien sûr. La Chine en premier lieu, mais parce que la Chine, c'est le concurrent géopolitique, le premier concurrent géopolitique américain. Et on peut imaginer que la Chine n'aura pas beaucoup de faveur. Et au-delà de la Chine, on a finalement les pays qui avaient servi de substitut à la délocalisation de la chaîne de valeur sur la Chine. Par exemple, le Vietnam, le Cambodge, et puis d'autres pays comme la Corée du Sud, on a Taïwan, évidemment, on a le Japon,
le Japon à peu près comme l'Union européenne. Et puis on a le Mexique, le Canada, voilà. Il a voulu fermer ces issues qui ont été utilisées pour contourner, effectivement, par la Chine, pour contourner, c'est la première vague de droits de douane d'il y a 10 ans. Et on arrive aujourd'hui à une moyenne, ce que j'ai vu, la moyenne théorique, c'est 22%. Ouais, c'est ça, on se balade autour de 20, oui, c'est ça. Ouais. Et on était à 1,2, 1,4 récemment, donc c'est très notable. Ah oui, c'est massif. Et d'autre part, en fait, ce qui explique la baisse des bourses, on arrive là, c'est qu'en fait, il y a eu des estimations il y a quelques semaines, quelques jours, par exemple de Goldman Sachs, qui disait que toutes les 5 points de hausse tarifaire, on a une baisse de 1 à 2 points des marges des entreprises. Ouais. Donc le marché, il fait des règles de 3, il en est là, et il se dit, en fait, on arrive à 8-10 points de baisse de marge, oula. Donc voilà, impact massif sur les valorisations, perte de confiance. Et donc, on arrive à des baisses de bourse qui sont de la magnitude de 3 à 5%, voire plus. Et d'autre part, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une vraie défiance sur les marchés américains. Alors, ça se voit parce que, en fait, au-delà même de la baisse très importante du Nasdaq depuis le début de l'année, on doit être à moins 15 là. Oui. Voilà. Oui. Sur le Nasdaq, on voit la baisse des crypto-monnaies. Alors, le Bitcoin tient encore la route, puisqu'on est à une baisse de 10% depuis le début de l'année. Sur d'autres crypto-monnaies, c'est beaucoup plus sévère. Ouais. Comme l'Ethereum, par exemple, on est à quasiment 50% de baisse depuis les tops. Donc ça commence à devenir vraiment inquiétant sur les crypto-actifs. Et puis, même sur les petites capitalisations américaines, on est sur des baisses qui sont plus sévères que celles du Nasdaq. Exactement. Le Russell 2000 est en bear market là, aujourd'hui. Absolument. Ouais. Donc on est de l'ordre de moins 20. Ouais. Cependant, et ça on l'analysera, sur le segment value, on a quand même une résilience, pas aujourd'hui, mais jusqu'à hier, on était en territoire positif, on était à plus 2. Et on a une différence entre le Nasdaq, entre les valeurs de croissance et le value, de l'ordre de 12 à 14% depuis le début de l'année, ce qui est considérable. Et donc, cette politique témoigne aussi d'un souci de rééquilibrage de l'économie américaine. Dans value, vous mettez quoi, Jean-Jacques ? Ça peut être... Évidemment, il y a les financières. D'accord. Financières, industrie, métaux, enfin materials. Voilà. Et les pétrolières. Et les pétrolières, énergie. OK. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est pour ça que c'était finalement le titre, c'est de relancer la manufacture américaine. C'est que on a une volonté de refaire venir les usines aux États-Unis. Alors, d'autres diraient que ça ne se fait pas comme ça, que les usines n'existent pas. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, oui. Oui, voilà. Bon, d'un autre côté, je dirais que peut-être qu'il y a eu une telle exagération du balancier que peut-être on ne peut pas finalement réformer un système si à un moment vous ne faites pas quelque chose d'un peu radical, il peut y avoir une radicalité pour finalement faire tourner la balance dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des avantages à relocaliser, eh bien finalement les entreprises ne le feront jamais. Voilà. Donc il faut quelque part à un certain moment le faire un peu de manière forcée. Et peut-être que certaines entreprises, d'abord, certaines ont des usines. On sait très bien que les constructeurs automobiles européens ont des usines aux États-Unis, pas tous, mais BMW en a par exemple. Donc ils peuvent augmenter leur capacité. Et d'autre part, si vous ne mettez pas les règles en place pour qu'ils puissent le faire, eh bien, en fait, finalement, ça ne se fait jamais. Et il y a une volonté, je pense, de relancer l'emploi dans des friches industrielles comme celle de la Rust Belt, des villes fantômes qu'on a aussi en France, mais qui sont particulièrement prégnantes aux États-Unis, où finalement il n'y a plus rien. Et en fait, on veut finalement rééquilibrer l'économie au prix de la bourse. C'est-à-dire que la partie, c'est Wall Street contre Main Street. Voilà, c'est ça l'idée. Donc Wall Street, on le sacrifie à court terme et on verra après. Et finalement, on se dit, ils s'en sortiront toujours et finalement, ils ont beaucoup gagné ces dernières années. Et Main Street, peut-être que ça ne va pas marcher, mais je dirais que l'objectif de cette administration, c'est de dire
on va essayer. Ouais. C'est-à-dire qu'en lâchant Wall Street, moi je veux bien qu'il y ait deux mondes qui existent séparés entre le monde des marchés, Wall Street et Main Street. Mais à un moment, on sait bien que ces deux mondes, ils se rejoignent. Oui. Si on lâche complètement Wall Street, je ne suis pas sûr que Mr. Smith de Main Street, à la fin de la journée, il ait encore son emploi, son salaire, ses hausses de salaire et qu'il soit très content. Tout à fait. Mais voilà, c'est le pari. C'est l'équilibre, c'est ça. C'est le pari. J'entends. C'est un pari qui est risqué. C'est un pari qui est à la fois interne et externe, de levier de négociation. Non, mais je crois qu'on a beaucoup révisé, et moi le premier, effectivement, les objectifs poursuivis par Trump et son administration aujourd'hui. Ce que pensent les Européens ou ce qu'on dit, au narratif simple, il n'est pas si simpliste que ça. Il est pensé. C'est peut-être une stratégie qui va échouer, mais finalement, en réfléchissant, elle vaut le coup d'être tentée en début de mandat, plutôt qu'au milieu ou à la fin. Partant en plus d'une situation économique assez exceptionnelle, même si Trump ne l'admettra jamais, il a quand même conscience qu'il héritait d'une situation économique plutôt bonne. Il nous reste 1 minute. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur ? Ce no pain, no gain, l'idée qu'il y a un golden age qui nous attend à horizon, je ne sais pas de combien de temps, dans l'intervalle, il faut se préparer à quoi là ? Alors à court terme, il y a un désordre très important dans les marchés. D'accord. Il y a des rebalancements massifs dans les portefeuilles, il y a une défiance qu'on voit, la hausse des volatilités, la hausse des spreads, c'est-à-dire que même sur le crédit, le financement du crédit américain, il y a une défiance, la hausse de l'aversion au risque, il y a des dégagements de position. À court terme, et à court terme, les entreprises américaines sont tapées. Des entreprises comme Nike, comme Apple souffrent énormément. Et donc, le marché peut aller clairement, assez facilement en bear market, même sur le S&P 500. Donc, à court terme, plutôt de la prudence. Ce qui est quand même positif pour l'instant, c'est que dans cet environnement, c'est qu'il y a une baisse du dollar, une baisse des taux. Du pétrole. Et du pétrole. Donc il y a des facteurs qui sont positifs et qui sont des facteurs de relance, des stabilisateurs automatiques. Et cela devrait quand même pouvoir permettre de soutenir les bourses, mais pas tout de suite. Bon, on est dans cette entre-deux, effectivement, au lendemain de ce Liberation Day. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer cette situation de marché avec l'aide des outils d'IA et de GenAI notamment que vous manipulez, vous utilisez chez AI for Alpha. Vous êtes consultant indépendant. Jean-Jacques Oana qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.